Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous pour ce panel sur l'insertion de l'évaluation dans la culture administrative et politique. On a eu un petit retard pour des raisons de connexion avec les différents panélistes. On débute maintenant. Je suis Steve Jacob, je suis professeur de sciences politiques à l'Université Laval à Québec et chercheur en évaluation. Je suis très heureux de pouvoir animer ce panel puisque la question de la nationalisation, ça fait partie de mes domaines de recherche depuis ma thèse de doctorat il y a une vingtaine d'années maintenant. Avant de vous présenter les panélistes et de rentrer dans le vif du sujet sur la comparaison entre les situations entre le Maroc et le Cameroun et de vous donner ensuite la parole. Je vais faire un bref topo un peu des connaissances sur la question de l'institutionnalisation. Ce que je souhaite mentionner aussi dès le début, c'est que ce panel se veut participatif, donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Moi, je vais m'assurer de transmettre les questions à nos panélistes. Donc, pour revenir au cœur de notre sujet, quand on regarde les études sur l'institutionnalisation de l'évaluation, il y a beaucoup de littérature sur le sujet et il est possible d'identifier les principales raisons qui permettent de comprendre l'essor, l'évolution du dispositif institutionnel dans une perspective nationale ou internationale. Je les résume en trois grands facteurs. Le premier, c'est les facteurs contextuels. Puisque ce qu'on observe, c'est que le besoin de recourir à l'évaluation, ça ne pousse pas dans le désert. Il y a des histoires nationales d'institutionnalisation de l'évaluation qui reflètent en fait des préoccupations, des priorités politiques et administratives de l'époque dans laquelle elles se produisent. Et donc, Jamal, Viviane vont nous parler un peu de ces facteurs contextuels qui permettent de comprendre pourquoi on a décidé de développer des systèmes institutionnels d'évaluation. Et ces priorités, elles sont souvent enracinées dans les choix qui ont été faits dans le passé. Ça peut être le tournant centré sur la performance, la gestion axée sur les résultats. Il y a différents éléments, facteurs qui permettent de comprendre ces facteurs contextuels. Le deuxième facteur qui permet un peu de comprendre les dispositifs, c'est la question des choix des acteurs, des institutions qui se développent en fonction de la manière dont les acteurs qui les peuplent interprètent, ajustent les règles et donc les institutions, ce sont des constructions humaines qui s'observent dans des applications au jour le jour. Et ce que nous enseigne la littérature sur l'institutionnalisation de l'évaluation, c'est que les systèmes d'évaluation, ça reflète la volonté d'entrepreneurs politiques, d'entrepreneurs sociaux qui se mobilisent au moment où l'évaluation bourgeonne dans un pays. Et ces entrepreneurs vont faire pression sur la dimension tant de l'offre que de la demande en évaluation. Ça, c'est le deuxième facteur. Le dernier facteur qui est observé et qui n'est pas le moindre, c'est la question des capacités organisationnelles. Donc, la concrétisation de la volonté des acteurs de recourir à l'évolution, de structurer des initiatives et des mécanismes, ça va se produire à l'intérieur d'organisations réelles. Ça signifie qu'on va devoir structurer l'évaluation en fonction des compétences, des capacités des organisations à intégrer les nouvelles exigences en matière d'évaluation et la capacité de développer des compétences évaluatives au sein du système administratif. Donc, c'est les trois grands facteurs, les facteurs contextuels, la volonté des acteurs et la capacité des organisations, la capacité organisationnelle qui permettent de comprendre pourquoi, comment se développent les dispositifs d'évaluation dans de nombreux pays. Avec nous aujourd'hui, on va avoir des présentations de Viviane Ondoa-Biolé qui va nous parler du Cameroun et de Jamal Ramdan qui va nous parler de la situation marocaine. Je vais vous les présenter brièvement et je vais leur donner la parole ensuite. Donc, Viviane est enseignante à l'université de Yaoundé au Cameroun. C'est une experte en questions de gouvernance. Elle a occupé des fonctions d'inspectrice générale au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative et a été directrice adjointe à l'Institut supérieur de management public au Cameroun. Et elle est actuellement promotrice du cabinet Obif Solutions qui réalise des évaluations. Jamal Ramdan, quant à lui, est ingénieur statisticien, économiste, administrateur de sociétés certifiées. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité. Il a notamment été directeur de l'observation et de la coopération, directeur de la Caisse pour le financement routier et chef de la division de l'évaluation. Jamal, il a contribué à plusieurs évaluations dans le domaine des infrastructures publiques. Il a réalisé plusieurs évaluations des performances conjointement avec l'inspection générale des finances. Et enfin, dans la question de l'institutionnalisation de l'évaluation, Jamal est le président sortant de l'Association marocaine d'évaluation, actuellement son secrétaire général et était membre du conseil d'administration
du réseau francophone de l'évaluation. Donc, pour commencer, la manière dont on va procéder avant de pouvoir répondre aux questions qui vont être posées dans le chat, c'est qu'on va procéder en 4 temps, des échanges entre Viviane et Jamal, pour tout d'abord comprendre l'état des lieux de l'évaluation au Cameroun et au Maroc, et ensuite on va s'intéresser aux facteurs habilitants, aux défis et aux moyens de surmonter les défis dans les dispositifs d'évaluation. Donc Viviane, je vous donnerai la parole pour commencer. N'oubliez pas d'allumer votre micro pour nous présenter l'état des lieux de l'évaluation au Cameroun. Allez-y Viviane. Oui, merci beaucoup, Steve. Merci de me passer la parole. Merci également, Phil, pour cette opportunité qui nous a donné de parler justement d'évaluation dans nos différents pays. Je voudrais partager avec vous les éléments que vous avez évoqués, notamment les 3 éléments qui sont très souvent rappelés dans la littérature lorsqu'on parle de l'évaluation dans les différents pays. Et en ce qui concerne le Cameroun, je voudrais justement me baser sur cette trilogie pour présenter le cas du Cameroun. Bien évidemment, le contexte ne saurait être complètement innocent dans cette pratique d'évaluation quand on sait qu'après la grande crise que les pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest ont connue entre 1980 et 2000, dans la sortie de la crise, après les programmes d'ajustement structurel, il y a un grand slogan, ou tout au moins une grande philosophie qui s'est imposée à nos pays, c'est la gestion axée sur les résultats. Et lorsqu'on parle de gestion axée sur les résultats, effectivement, la question, ce sont les résultats. Comment évaluer les résultats? Et bien évidemment, comment évaluer les politiques publiques. Donc, depuis lors, peut-être bien avant, mais surtout très marqué depuis les années 2000, dans nos différents pays, on a effectivement, au plan contextuel, rappelé pour identifier justement cette préoccupation de l'évaluation. Alors, en ce qui concerne l'état des lieux, depuis cet instant, on a observé que les cadres juridiques, disons les cadres légaux ici, évoquent effectivement l'évaluation des politiques publiques. Et c'est à ce niveau que je voudrais peut-être présenter l'état des lieux en rappelant 2 aspects. On peut dire le premier aspect, c'est qu'il y a quand même dans les différents documents et peut-être les différents textes qui existent, je pense à la Constitution, je pense également à tous les documents de stratégie nationaux et même les stratégies sectorielles, les stratégies à périmètre ministériel. Dans tous ces documents, il y a justement cette préoccupation de l'évaluation. Et bien évidemment, à côté de ces documents, on peut rappeler quelques limites justement qui existent à ce niveau parce qu'on se rend compte qu'il y a peu de coordination dans les dispositifs qui sont mis en place. Donc, pour revenir à l'état des lieux beaucoup plus détaillé, on va se rendre compte après cette date que j'ai évoquée, notamment les années 2000, on va se rendre compte que l'évaluation est devenue un impératif, disons-le ainsi, et cette préoccupation est rappelée dans les différents textes de nos pays. Si je prends le cas de la Constitution de 1996 au Cameroun, l'article 35 évoque effectivement le concept d'évaluation des politiques, le concept d'évaluation des politiques publiques est absent, même si en filigrane, on observe un ensemble d'exigences justement de l'évaluation, notamment avec l'attribution au Conseil économique et social, l'attribution à cette institution qui a pour obligation d'associer l'évaluation des politiques publiques au caractère, aux préoccupations économiques, sociales, culturelles et environnementales. Donc, si l'évaluation des politiques publiques n'est pas marquée de façon claire comme étant une exigence de la loi, on se rend quand même compte qu'il y a une institution qui existe dans le cadre de la Constitution et qui existe également sur le terrain, le Conseil économique et social, dont c'est la responsabilité première. Donc, on peut dire que la Constitution ici consacre l'évaluation des politiques publiques à travers justement la compétence attribuée à cette institution. Bien évidemment, on va se rendre compte que la culture de l'évaluation va rester en cours d'implémentation. Les contrôles vont rester mentionnés également dans les différents organigrammes des ministères. Les organigrammes ici qui sont en réalité des décrets qui sont promulgués disons, signés par le président de la République. Donc, on peut dire que c'est un cadre juridique qui consacre également l'évaluation, notamment en ce qui concerne les inspections générales, dont c'est la responsabilité. Oui, l'évaluation existe aussi de ce point de vue-là dans le cadre des missions de l'inspection générale. On peut également aller plus loin, et je vous parlais tantôt des stratégies, des documents de stratégie. Nous avons le document de stratégie nationale, nous avons les documents de stratégie sectorielle, et puis nous avons les stratégies à périmètre ministériel.
Dans ces documents, il est également institué, sinon imposé, l'évaluation des politiques publiques. Alors, qu'est-ce qu'on constate pour revenir à la deuxième préoccupation? On constate qu'il n'y a pas une coordination de toutes ces évaluations. Déjà, il n'y a pas une loi qui organise ou alors une structure qui est en charge de l'évaluation des politiques publiques de manière exclusive. Finalement, Viviane, je vous interromps parce que Viviane, je vais vous interrompre, vous embarquez sur les défis, les obstacles. Je vais laisser peut-être Jamal d'abord nous présenter l'état des lieux au Maroc, nous parler des facteurs habilitants, puis ensuite on va refaire le deuxième bloc sur les questions des défis. Donc Jamal, est-ce que vous pourriez un peu nous présenter le cadre dans lequel se produit aujourd'hui l'évaluation? On sait qu'il y a eu la constitutionnalisation de l'évaluation, mais au-delà de ça, parlez-nous un peu du système d'évaluation au Maroc aujourd'hui. Tout à fait. Merci, Steve. J'ai le plaisir de partager avec des collègues l'expérience marocaine en matière d'évaluation. Donc, d'emblée, au Maroc, l'évaluation ne remonte pas très loin. La fonction a commencé à apparaître au milieu des années 90. Donc, ça a commencé par une méta-évaluation réalisée par la Banque mondiale dans un contexte économique un peu critique. L'économie marocaine a commencé à avoir des crises un peu fortes. Et dans la même période, on a vu l'apparition d'un rapport qui s'appelle le rapport cinquantenaire, c'est-à-dire un rapport après près d'une cinquantaine d'années d'indépendance. Alors, depuis, l'évaluation a commencé à apparaître d'une façon un peu timide, mais elle portait fondamentalement sur les projets et les programmes, pas sur les politiques publiques, et elle était liée aux exigences du système des Nations Unies, parce qu'ils sont derrière la promotion d'un programme ou d'un projet, et également, elle concernait un certain nombre de programmes spécifiques, notamment l'initiative de développement. Alors, on a vu avant 2011 une montée en puissance, déjà au niveau de la Cour des comptes. On a créé l'Observatoire national du développement humain qui a pour fonction d'évaluer les projets et programmes qui sont en relation avec le développement humain. Et c'est dans cette même décennie qu'on a vu la création de l'Association marocaine de l'évaluation. Alors, à partir de 2011, on peut dire que c'est l'acte de naissance de l'évaluation au niveau du Maroc. Pourquoi? Contexte international un peu exigeant, printemps arabe, et un certain nombre de facteurs qui ont fait que le Maroc était dans l'obligation de revoir sa constitution et fondamentalement, il a précisé qui évalue les politiques publiques. Donc, clairement, dans la Constitution, le Parlement, en plus de ses fonctions classiques, évalue les politiques. Il est dit aussi que chaque année, l'évaluation des politiques publiques doit être discutée au niveau du Parlement. Les services publics doivent évaluer doivent rendre compte aux usagers qui sont soumis à cet égard à l'obligation de contrôle de l'évaluation. Bref, déjà au niveau du Parlement. Et puis, il y avait d'autres dispositions qui sont en faveur d'une montée en puissance de l'évaluation, dans la Constitution, notamment la garantie du droit d'accès à l'information, qui a été déclinée par la suite une loi organique régissant l'accès à l'information. Et puis, la Constitution a évoqué la nécessité de créer des instances en charge de la bonne gouvernance et indépendante. L'indépendance déjà au niveau constitutionnel. Donc voilà, grosso modo, une topo très très brève sur l'état de l'évaluation au niveau du Maroc. Merci Jamal pour cette présentation. Ce que je retiens des présentations de Viviane et de la vôtre, quand on réfléchit aux facteurs habilitants, ce que l'on observe aussi, c'est le fait que l'évaluation, pour qu'elle s'ancre dans un pays, c'est un processus qui est assez long.
On le voit un peu la stratégie des petits pas avec des évaluations qui sont commanditées par les bailleurs de fonds internationaux et une appropriation, une réappropriation par les organisations, les instances nationales. Et dans votre cas, Jamal, ce que vous avez mis également en évidence, qui est un facteur clé, c'est un peu le fait d'avoir une fenêtre d'opportunité. Vous avez parlé du printemps arabe et je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit vraiment une dimension politique dans le processus. C'est le fait qu'on est amené à ouvrir la Constitution suite au printemps arabe et quand cette Constitution est ouverte, ben, on peut enraciner l'évaluation. Donc on voit qu'il y a des facteurs très contextuels qui peuvent également expliquer pourquoi dans certains pays, on va avoir un dispositif d'une certaine manière plutôt que dans un autre. On voit que j'ai aussi entendu par rapport aux présentations qu'il y avait des facteurs habilitants sur le fait de donner des pouvoirs à différentes organisations. Viviane l'a mis en évidence. Jamal, vous le mettez également en évidence en disant qu'il faut clarifier les rôles des différentes instances. Viviane, par rapport à ces facteurs habilitants, est-ce que vous avez identifié d'autres éléments? Sinon, quels seraient les défis, les obstacles auxquels peuvent se heurter ceux qui font la promotion de l'évaluation? Effectivement, ce qu'on peut relever comme premier facteur habilitant, c'est la présence de cette contrainte qui est d'abord une contrainte en lien avec les rapports que nous avons avec les différents bailleurs de fonds qui ont dans leur conditionnalité cette préoccupation de l'évaluation. C'est une contrainte exogène qu'on ne pourrait pas ignorer. Ce qui est également un élément d'habilité, un facteur habilitant ici, c'est qu'il existe des indications qui marquent l'intérêt pour l'évaluation. Je rappelais déjà quelques éléments, c'est que dans tous les documents de stratégie, il est prescrit de faire une évaluation. Donc, il existe des cadres de suivi et évaluation pour la mise en œuvre des plans nationaux, la mise en œuvre des plans sectoriels et des plans également à périmètre ministériel. Donc, pour nous également, ce sont des facteurs habilitants qui sont intéressants à rappeler. Mais bien plus encore, en 2018, si je prends le cas du Cameroun, il y a une loi spécifique qui a été promulguée, qui insiste une loi portant sur le code de bonne gouvernance et de transparence, qui exige de rendre compte des actions réalisées aux usagers de manière périodique. Je pense que c'est un élément important puisque c'est une contrainte qui va s'exercer à travers la loi qui est désormais imposée à toutes les administrations et toutes les agences qui mettent en œuvre des politiques publiques. Donc, le document de stratégie, précisément pour le développement d'ici à 2030, prévoit également une revue, ça c'est marqué de manière très précise, une revue des politiques publiques permettant de vérifier à intervalles réguliers et au moins tous les 3 ans la pertinence des stratégies qui sont mises en place. Donc, on peut dire que, deuxième élément habilitant, nous avons un ensemble de contraintes mentionnées dans ces documents de stratégie qui exigent effectivement de rendre compte des politiques publiques. On peut également rappeler, c'est peut-être un point négatif, mais un point qui permet justement de mettre la pression sur l'évaluation des politiques publiques, c'est la baisse du leadership politique. Et on se rend effectivement compte que les politiques publiques deviennent de plus en plus une source de renaissance de leadership viable. En plus des plans et des promesses qui sont parfois évoquées, il est bien d'apporter la preuve de leur réalisation à travers l'évaluation des politiques publiques. Là aussi, pour nous, c'est un élément, un facteur habilitant. Et donc, la pression sociale, voire même les violences sociales ici, exigent désormais d'apporter la preuve des promesses à travers justement l'évaluation des politiques publiques. Pour nous, c'est aussi un facteur habilitant. Autre facteur habilitant, c'est la mise en œuvre des grands projets structurants dont la réalisation pluriannuelle exige, malheureusement, pour passer d'une étape à une autre, heureusement, pour passer d'une étape à une autre, exige effectivement de mener un certain nombre d'évaluations. Pour nous également, c'est un facteur habilitant. Et le tout dernier, l'avant-dernier facteur habilitant qu'on peut relever ici, ce sont désormais l'existence de plus en plus de professionnels d'évaluation. Il s'agit des professionnels locaux ou internationaux. Je pense que l'offre de l'évaluation, dont l'évaluation également s'est agrandie. Les compétences également sont de plus en plus disponibles. Les structures nationales d'évaluation se mettent également en place de manière durable. Donc, l'environnement en ce qui concerne les acteurs constitue également un facteur habilitant. Et comme dernier facteur habilitant ici, c'est l'offre privée
en matière d'évaluation, j'ai envie de dire aussi l'offre internationale. On voit effectivement à travers la coopération, et notamment l'AFD et même l'Union européenne, à travers cette coopération, une grande offre d'évaluation des politiques publiques. Donc voilà ce que je peux dire à ce stade en ce qui concerne les facteurs habilitants qui pourraient de notre point de vue rendre compte de l'importance désormais accordée à l'évaluation des politiques publiques. Merci, merci Viviane. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous venez de présenter, c'est qu'on voit, si on utilise les termes économiques, qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre l'offre et la demande d'évaluation. Vous avez commencé par présenter les éléments des exigences donc, qui davantage mettaient l'accent sur l'obligation, la réglementation en faveur de la demande. Donc on a un besoin de faire de l'évaluation pour répondre à certaines exigences qui ensuite, et c'est là-dessus que vous avez terminé, permettent de développer les compétences, les connaissances en évaluation à l'intérieur des organisations. Donc, ça joue sur l'offre. Jamal, je voudrais qu'on reste un petit peu sur ces facteurs habilitants de l'évaluation par rapport à la situation marocaine, pour un peu nous parler. Je pense qu'on a un peu le même historique de contraintes qui jouent sur la demande, qui va influencer l'offre. Mais dans votre cas, j'aimerais vous entendre aussi parce que il y a une jonction entre la demande qui est constitutionnalisée et la création de l'association marocaine d'évaluation. Donc j'aimerais que vous nous parliez un petit peu du rôle qu'a pu jouer la Société marocaine d'évaluation dans ces facteurs habilitants de l'évaluation dans le contexte marocain. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord préciser que depuis la constitutionnalisation, on a commencé à voir une sorte de foisonnement de structures chargées de l'évaluation. Donc déjà, au niveau des ministères, des exécutifs, nous avons refondé le texte sur les inspections générales pour leur ajouter la fonction de l'évaluation. Au niveau de l'université, on voit récemment plus de 5 universités qui ont mis en œuvre des masters en évaluation. Et puis, depuis octobre 2021, c'était la date des élections, on a créé un ministère chargé de l'évaluation et de la convergence des politiques. Ce qui est quand même assez important. Alors, par rapport à l'offre et la demande, nous touchons déjà à quelques difficultés par rapport à cette question, dans la mesure où, en dépit de toutes ces structures, aussi bien au niveau du législatif qu'au niveau de l'exécutif, le concept n'est pas encore suffisamment maîtrisé et du coup, nous avons fait un exercice très simple. Nous avons pioché dans une centaine de termes de référence d'études d'évaluation. Le concept n'est pas encore suffisamment saisi. Le sens de l'évaluation reste toujours impacté par des notions voisines. Et donc, du coup, au niveau des termes de référence, on ne trouve pas l'esprit évaluation, ça d'une part. De l'autre part, du côté de l'offre, le Maroc ne dispose pas encore d'évaluateurs, pas totalement, mais en tout cas pas suffisamment de compétences au niveau des bureaux d'études pour accompagner cette forte demande et pour l'encadrer aussi. Parce que dernièrement, l'association marocaine est en train de travailler un peu sur la professionnalisation et on a même prévu dans certains modules de formation la façon des modules de formation sur les termes, la préparation des termes de référence de l'évaluation, pour que la demande, soit cadrée, pour que les gens qui demandent l'évaluation sachent ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas encore très clair dans certains établissements, en tout cas, dans certaines organisations. Merci Jamal sur cette question. Merci sur de ces précisions. Ce qui est tout de même encourageant, vous l'avez mentionné, c'est qu'il
l'offre n'est peut-être pas encore stabilisée. Néanmoins, avec 5 masters dans des universités, je pense qu'elle va, elle va bourgeonner, bourgeonner rapidement dans les prochaines années. Viviane, par rapport un peu à ce portrait de l'évaluation au Cameroun, quels seraient les principaux défis, obstacles? Parce qu'on a vu quel était le contexte, on vient de s'interroger sur les facteurs habilitants. Maintenant, regardons un petit peu concrètement quels sont les défis, les obstacles auxquels se heurtent les évaluateurs, les évaluatrices et le développement de l'évaluation en général au Cameroun. Alors, merci pour cette question. Moi, je pense que lorsqu'on observe le contexte et lorsqu'on regarde également, lorsqu'on fait l'analyse entre l'offre et la demande, on se rend compte que de part et d'autre, hein, qu'il s'agisse de l'offre comme de la demande, il y a quand même un besoin d'harmonisation parce que même lorsque l'offre, la demande est formulée, parfois, ce n'est pas toujours aussi clair qu'on le souhaiterait. Donc, comme premier défi, on pourrait peut-être relever ici l'absence d'un document de politique ou de stratégie nationale d'évaluation. Le Cameroun ne dispose pas d'un document de politique ou de stratégie nationale d'évaluation. Quand on voit même le dispositif qui est mis en place, on se rend compte que l'évaluation est appréhendée comme le dernier maillon de la chaîne de dépenses qui comprend la planification, la programmation, la budgétisation, et puis nous avons le suivi et évaluation. Si cette hiérarchie peut être convenable, il faut quand même rappeler qu'il y a beaucoup d'accent mis au niveau de la planification et de la programmation. On voit très bien quelles sont les contraintes budgétaires et l'évaluation est un peu considérée comme le parent pauvre. Dans l'absence de ce document, et à l'absence également d'un ensemble de guides, hein, on peut le dire ainsi, des guides et manuels sur l'évaluation, on considère que c'est une faiblesse, c'est un défi important. Le deuxième défi que je peux soulever ici, vous mettre sur la table, c'est celui de l'existence de plusieurs instances chargées de l'évaluation dont les actions ne sont pas toujours coordonnées. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a une perte au niveau des acquis, hein, même si les acquis restent minimes, au moins ceux qui sont même déjà engrangés disparaissent également ou alors sont dilués par cette organisation disparate. Donc, on peut également relever comme deuxième défi ici le fait qu'on ne capitalise pas toujours, je veux dire, les avantages de cette évaluation. On peut poser la question de l'usage même qu'on en fait, étant entendu qu'il y a une sorte de disparité justement de structures en charge d'évaluation. Et en ce qui concerne justement ce défi, la préoccupation est peut-être d'avoir, moi je suis bien intéressée de savoir comment ça fonctionne au Maroc lorsqu'on a un ministère en charge de l'évaluation des politiques et même de la cohérence de ces politiques. Peut-être que toutes les évaluations convergent dans ce ministère-là. C'est vrai que nous avons au Cameroun ce qu'on appelle un comité interministériel d'évaluation des politiques publiques, logé au ministère des Finances, qui met en place qui tente de coordonner ces différentes évaluations. Mais il faut dire que ça reste un travail très parcellaire parce qu'il ne s'intéresse qu'aux évaluations des programmes, disons des budgets programmes. Hein. Ça a une connotation très budgétaire, beaucoup plus budgétaire que stratégique. Donc, voilà les deux principaux défis qu'on peut mettre sur la table. L'absence d'un document de stratégie, justement, d'évaluation, et bien évidemment l'absence d'une coordination beaucoup plus efficace autour justement des évaluations qui sont faites actuellement, disons, des instances qui mènent des évaluations actuellement. Merci Viviane. Je vais me tourner vers Jamal. Et si je peux ajouter quelque chose, si tu permets, oui. Steve, c'est peut-être insister également sur le rôle de la société civile, justement en ce qui concerne ces différentes évaluations. Dire également qu'il y a une attente de ce point de vue en termes de rôle, parce que pour l'instant, les évaluations sont supervisées et parfois commanditées par l'État. On se rend effectivement compte qu'il y a également une offre qui pourrait être densifiée de ce point de vue pour lever la préoccupation de l'absence des évaluateurs. Donc, c'est aussi un défi au niveau de l'offre de l'évaluation.
D'accord, merci Viviane. Je vais me tourner vers Jamal. J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions qui commençaient à être posées dans le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je vais les filtrer, les organiser pour qu'on reste dans les différents thèmes. Jamal, par rapport aux défis et obstacles de l'évaluation au Maroc, est-ce que vous pourriez un peu nous identifier les principaux facteurs? Et je voudrais rebondir sur une question qui a été posée dans le chat qui faisait écho à ce que vous aviez mentionné sur le fait que l'évaluation se pratiquait au Maroc depuis les années 90. Il y a eu plusieurs avancées de ce point de vue-là par rapport à des exigences des organisations internationales comme l'ONU. Et néanmoins, vous mentionnez qu'il y a encore un petit peu de développement à avoir au niveau national, public et privé. Donc, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce défi de combler le besoin alors que la pratique existe depuis très longtemps, en tout cas peut-être plus longtemps que dans d'autres pays africains? En fait, effectivement, ça remonte maintenant à 10 ans que l'évaluation est constitutionnalisée. Néanmoins, il n'est pas encore dans le chemin critique des politiques publiques pour plusieurs raisons. D'abord, depuis sa constitutionnalisation, la Constitution dit que c'est le Parlement qui évalue les politiques publiques. Et il peut se faire aider par la Cour des comptes. Lorsqu'on parle d'institutionnalisation, cela signifie, entre autres, qu'il faut systématiser l'exercice de l'évaluation. C'est-à-dire qu'il faut rendre obligatoire l'évaluation de toute politique. Or, dans la Constitution, lorsqu'on dit que le Parlement peut se faire aider par la Cour des comptes, la Cour des comptes ne peut pas faire une autosaisine. Et ça, les textes de création lui disent qu'il peut évaluer les projets et les programmes. Donc, par rapport à la question posée, l'évaluation existe, mais de quoi? L'évaluation qui était courante, c'est l'évaluation des programmes et des projets. Les politiques publiques, c'est une culture récente et qui a encore besoin. C'est tout à fait naturel parce que, comme vous l'avez si bien précisé, Steve, c'est un processus qui est très lent. Comme on peut le voir, il y a beaucoup de structures qui s'en occupent. On a légiféré, etc. Mais il faut mettre progressivement de l'ordre dans tout ça. Donc déjà, il faut mettre de l'ordre dans les lieux comment dirais-je, d'exercice de l'évaluation des politiques publiques. Qui évalue quoi? Le gouvernement peut s'auto-évaluer, peut faire de l'auto-évaluation, mais il faudrait forcément de l'évaluation indépendante également. Et donc, du coup, il faut repréciser les rôles des uns et des autres. Et je dirais même, et on est en pleine discussion de ces questions au sein de l'association marocaine, la Cour des comptes est bien placée de l'évaluation, mais il faut que ça se fasse de façon systématique. Et il ne faut pas qu'il y ait de confusion avec les missions classiques de la Cour des comptes. Parce que lorsque la Cour des comptes vient avec la casquette du contrôle de la gestion, ça introduit des biais dans l'exercice de l'évaluation. Alors, autre chose, les méthodologies. Je pense que l'évaluation est comme ça. Pratiquement, chaque exercice de l'évaluation a sa propre méthodologie. Et ce qu'on trouve généralement, c'est le foisonnement de guides. Beaucoup de guides. Tout le monde fait des guides. Et on pense que les guides, c'est quelque chose de... Ça devient systématique. Les gens remplissent des informations, font quelques enquêtes, mais suivent une logique qui n'est pas nécessairement valable partout. Et j'ai évolué dans l'administration publique et j'ai lu des guides qui, en fin de compte, on finit par les remplir pratiquement au bureau. Pratiquement. Et ce n'est pas l'esprit de l'évaluation. Donc, voilà, les méthodologies d'évaluation, c'est un point extrêmement important également, qui a besoin d'être reprécisé et clarifié. Et à ce niveau, on compte beaucoup sur la recherche au niveau du métier de l'évaluation. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons quelques masters qui apparaissent. De l'autre côté, Association marocaine de l'évaluation, chaque fois qu'il y a une semaine marocaine qui est devenue une tradition,
il y a toujours des modules de formation, justement, pour répondre à cette culture d'évaluation dans les règles de l'art. Merci Jamal pour cette présentation des défis. Dans ce que vous avez présenté, ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est les éléments sur le besoin de faire, je vais utiliser une expression, de faire un petit peu atterrir l'évaluation dans son contexte, en fonction des ministères, en fonction des organisations. Effectivement, le mur à mur dont vous parlez avec des guides qui sont assez généraux, le défi, c'est que les différents acteurs s'approprient les outils de l'évaluation, les mettent à leurs mains pour que ça puisse répondre aux besoins propres au contexte organisationnel, au contexte national dans lequel l'évaluation doit s'ancrer. Viviane, de votre côté, au Cameroun, j'imagine que les défis méthodologiques, c'est des points un peu communs qu'on peut observer. Quels seraient de votre côté les principaux défis, les principaux obstacles? Et dans les questions qui ont été posées dans le chat, il y avait la question peut-être des défis qui peuvent se poser pour impliquer davantage la société civile dans l'évaluation. Donc, je voudrais vous entendre sur la question peut-être de la méthode, mais aussi de la dimension très spécifique de l'implication de la société civile dans le processus d'évaluation. Tout à fait. Il faut dire que Jamal a évoqué 2 points que nous partageons comme défi. Il y a le point des méthodologies et puis également le point de la commandite même de l'évaluation, qui est en réalité parfois commanditée par l'État. Alors, pour qu'il y ait l'évaluation des politiques publiques, il faut bien que quelqu'un déclenche la demande. On se rend compte dans nos différents pays, effectivement, que les politiques publiques sont réalisées ou mises en œuvre par l'État. Et ce qu'on observe, c'est que c'est aussi l'État qui fait de l'auto-évaluation. Ce qui peut apporter un biais ou tout au moins, cette évaluation n'est pas toujours complétée par une évaluation indépendante. Ça, c'est un point que nous partageons avec le Maroc. Je voudrais même dire, lorsqu'on rentre dans le dispositif qui est mis en place, le dispositif d'évaluation qui est mis en place, on va se rendre compte qu'au niveau de l'État, on a un dispositif interne de l'évaluation à partir des ministères. Nous avons les inspections générales. Nous avons des structures ou alors des instances publiques qui s'occupent également de l'évaluation. Nous aussi, ça reste souvent des évaluations internes. Nous avons le contrôle supérieur de l'État et même la Chambre des comptes. Pour nous n'avons pas encore la Cour des comptes qui s'occupe beaucoup plus de l'évaluation budgétaire, très ciblée. Pas toujours à la demande du Parlement parce qu'ils ont la liberté de produire un rapport annuel et donc ils le font de manière autonome. Donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a effectivement une grosse activité d'évaluation interne en ce qui concerne les politiques publiques. Si on prend le cas des stratégies, il y a un dispositif de suivi-évaluation au niveau national, pour la stratégie nationale. Au niveau des secteurs, pour les stratégies sectorielles, nous en avons 7. Et puis également, au niveau des ministères, nous avons 37 ministères. Chaque ministère fait également de l'évaluation. Maintenant, la question des méthodologies se pose avec une grande activité. Ce que l'on a observé, il y a un foisonnement de guides. Vous allez vous rendre compte que le ministère en charge de la planification va imposer, entre guillemets, un ensemble de guides pour la stratégie nationale, les stratégies sectorielles et les stratégies ministérielles, à travers effectivement un ensemble d'indicateurs identifiés en amont. Mais sur le terrain, on va se rendre compte que le dispositif de collecte des données est toujours le même. Parfois, il n'est même pas mis en place. Et au moment de mener l'évaluation, c'est chaque évaluateur qui va inventer au plan méthodologique un ensemble de dispositifs qualitatifs et quantitatifs pour rendre compte de l'indicateur. Et là, on se rend effectivement compte qu'il n'y a pas une harmonisation au niveau des méthodes. Mais ce qui est davantage important à relever de ce point de vue, je ne sais pas comment ça s'observe au niveau du Maroc, c'est que autant l'évaluation qui met l'accent sur les préoccupations budgétaires, autant ces évaluations sont très bien encadrées, très bien marquées, autant les autres évaluations qui insistent davantage sur les transformations au sein justement de l'analyse des impacts et des effets, cette évaluation est minimisée. Donc,
on sera effectivement quand il y a un accent peut-être sur la base, sur la pression des bailleurs, j'en sais rien, ou alors c'est simplement par facilité ou par légèreté. Il y a un accent qui est mis sur les évaluations budgétaires de manière régulière, de manière très bien organisée, et très peu lorsqu'il faut rendre compte des transformations. Et donc, la société civile au niveau du Cameroun insiste davantage justement sur les changements. Pas toujours entendu du point de vue de cette préoccupation au niveau de l'État, ce qui fait qu'il y a une sorte de, je ne peux pas dire de rivalité, mais on se rend compte qu'au niveau des méthodologies ou de la demande de l'évaluation, il n'est pas toujours facile pour la société civile de faire entendre sa voix et parfois ça peut s'observer également à travers soit des revendications, des violences sociales, etc. En fait, ces violences, quand on les interprète bien, sont en réalité un écho à la demande justement de rendre compte des transformations à travers les impacts des effets. Donc, voilà ce que je peux dire en ce qui concerne ces deux points au plan méthodologique, au niveau de la collecte des données et même des guides. Il y a beaucoup de guides, mais très structurés au niveau du ministère en charge de la planification. Sur le terrain, très peu en ce qui concerne des détails sur la collecte et l'analyse des données, avec un accent particulier sur le volet budgétaire. En ce qui concerne la société civile, ça reste encore une grande rivalité, justement, à pouvoir réorienter de manière beaucoup plus pertinente l'évaluation sur les transformations plus que sur les préoccupations essentiellement budgétaires. Puis Viviane, avant de donner la parole à Jamal pour le dernier moment de notre panel, quelle est un peu la place de la société civile, des citoyens dans ce processus d'évaluation, et puis quels sont les obstacles éventuels à leur implication, participation? Alors, déjà, ce qu'il faut dire, dans le principe, vous allez voir dans tous les documents de stratégie, il y a un dispositif de suivi et évaluation qui implique le citoyen. C'est vraiment dans la pratique. Mais la question souvent, c'est quel est l'usage qu'on fait de leurs données ou tout au moins des informations qu'ils fournissent. Et j'ai envie de vous dire que s'il y a une revendication pour la société civile actuellement, c'est justement de dire que leurs préoccupations ne sont pas toujours prises en compte in fine. Je vais vous prendre un exemple précis, c'est peut-être pas la société civile, mais c'est le secteur privé. Au Cameroun, on a mis en place une plateforme, on appelle cette plateforme le Cameroun Business Forum, qui visait justement à identifier un ensemble de transformations demandées par le secteur privé, implémentées par le public. Au cours de cette plateforme, il y a un ensemble de recommandations formulées justement qui doivent par la suite être mises en œuvre par l'État et faire avancer la cause du secteur privé. Après 10 ans d'existence de cette plateforme, le secteur privé a décidé de ne plus participer à la plateforme parce que toutes les recommandations formulées ne sont pas toujours implémentées. Donc, on se rend compte effectivement qu'il y a des plateformes, j'ai envie de dire, de participation. On peut dire des plateformes d'inclusion si on veut, mais la grande difficulté, ou tout au moins la revendication qui apparaît par la suite, c'est de dire autant ils formulent des recommandations ou donnent des avis, autant ces avis ne sont pas toujours pris en compte par le politique au moment de prendre des décisions stratégiques. Et à ce niveau, il y a une grande rivalité, effectivement. Merci Viviane. Le temps file, là, il nous reste 10 minutes pour le panel, pour laisser les participants et les participantes sur des notes positives par rapport au développement de l'évaluation. Je voudrais vous entendre un petit peu par rapport à ce que vous venez de mentionner comme les différents défis, pour réfléchir un peu à des moyens de surmonter les défis. Je vais commencer par donner la parole à Jamal, mais Jamal, peut-être que ça peut être une des pistes. Il y a une question qui était posée dans le chat où quelqu'un posait la question de savoir quelles sont les missions, un peu le fonctionnement du ministère de l'évaluation marocain qui vient d'être mis en place. Comme je viens de le dire, il vient d'être mis en place. Il est en train de travailler justement sur une approche. Ce qui est sûr, c'est qu'il doit renforcer l'évaluation au niveau de l'exécutif. Ça ne remplace pas l'évaluation indépendante en dehors de l'exécutif qui est celle du Parlement. Je crois qu'ils ont déjà commencé à travailler sur une sorte de mise en ordre. Et en tant qu'association marocaine de l'évaluation, nous souhaitons travailler avec ce département sur l'élaboration d'une politique nationale de l'évaluation.
en dépit de tout ce que nous avons en termes de structure organisationnelle, de textes, de lois, constitution, je pense qu'il est important d'avoir une politique nationale d'évaluation et je pense, à mon avis, que c'est ce ministère qui doit l'apporter avec nous en tant que société. Alors, ce que je voulais ajouter par rapport au défi, nous vivons assez souvent une problématique d'évaluabilité des politiques publiques parce que lorsqu'on parle d'évaluation, tout le monde pense évaluation a posteriori. Et généralement, lorsqu'on élabore une politique publique, on ne trace pas la situation des références pour permettre l'évaluation. L'évaluation n'est pas inclue d'emblée dans l'élaboration des politiques. Donc, s'il y a un défi aussi, une piste sur laquelle il faut travailler, il faut encadrer ceux qui élaborent et exécutent les politiques publiques sur l'évaluation a priori qui doit devenir systématique. Bien que nous avons souvent des cadres logiques, mais qui rendent toujours difficile l'évaluation a posteriori. Un deuxième point, c'est après aux recommandations. Alors, les évaluations qu'on peut qualifier de la sorte, de vrais rapports d'évaluation, sortent souvent avec des recommandations et ils ont très peu de prolongement dans la réalité. Les recommandations sont construites avec des parties prenantes. Si on ne peut pas les décliner en plan d'action concret, faisable, réaliste, ils auront du mal on aura du mal à intégrer, à prendre en considération les résultats de l'évaluation. Et c'est un objectif d'évaluation qui est très très important. Comment intégrer les résultats des évaluations dans la capitalisation et l'élaboration des politiques. Je terminerai par un dernier point, c'est la communication autour de l'évaluation. C'est un sujet que les évaluateurs connaissent très bien. Alors, dans le cas du contexte marocain, il y a déjà la Cour des comptes qui est transparente, qui met dans son portail les rapports d'évaluation. Le Parlement également met dans son portail les rapports d'évaluation. Mais est-ce qu'ils sont lisibles par toutes les parties prenantes? Ça, c'est la grande question. D'abord, il faut tenir compte d'une autre langue au Maroc, la mazir. Et puis, il faut simplifier, voire vulgariser les résultats de l'évaluation. Il y a une bonne partie de la population qui est analphabète, qui est interpellée et qui a besoin de comprendre les résultats de l'évaluation. Je me limite à ces trois recommandations. C'est des belles pistes, effectivement, pour pouvoir faire en sorte que l'évaluation continue à se développer par rapport au processus que vous avez entamé puis retracé les années 90. Puis on voit qu'un petit peu à chaque génération, on réfléchit à la manière d'aller un petit peu plus loin dans le processus. Et l'élément que vous mentionnez sur la question de l'accessibilité des résultats, vous pouvez poser cette question-là aujourd'hui parce qu'il y a eu tout un travail qui a été accompli par le passé pour développer aussi la culture et la place de l'évaluation. Viviane, dans votre cas au Cameroun, dans les quelques minutes qui nous restent, quelles seraient un peu des stratégies, des pistes à envisager pour surmonter les défis? Et parmi ces pistes à envisager, je voudrais faire l'écho d'une question qui est dans le chat sur la question de l'offre des compétences en évaluation. Un participant pose la question de savoir que sont devenus les pifédiens que le Cameroun a envoyés dans les formations. Est-ce qu'ils contribuent au changement? Est-ce qu'ils se sont intégrés? Parlez-nous un petit peu de ce processus, parce que là, on est pratiquement dans une évaluation du PIFED, ce n'est pas nécessairement l'objectif, mais de voir comment est-ce que les organisations capitalisent sur l'expertise, le développement des capacités évaluatives. Alors, pour répondre à cette question, vous comprendrez que je n'ai pas fait une étude qui permette de donner une réponse précise de ce qu'on fait des évaluations du PIFED. Des évaluateurs qui ont été formés. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu, au niveau de l'offre, une densification de l'offre
à travers justement cette formation. Il existe effectivement des personnes qui sont formées dans ce programme-là et je crois que le principal défi, bien l'un des défis, c'est de pouvoir disposer finalement d'un fichier, d'accord, d'un fichier finalement des évaluateurs. Je n'ai pas envie de dire d'un corps, mais je suis tentée de le dire. Qu'on puisse disposer d'un corps d'évaluateurs, qu'on puisse disposer d'une association qui certifie même la compétence dans ce domaine. Il y a effectivement ceux qui sont formés dans ce programme et ceux qui sont formés dans les universités et même des écoles de formation supérieure, aussi bien nationales qu'internationales. Pour l'instant, je doute qu'on ait un fichier disponible dans l'un des sites du ministère qui permet justement de renseigner aussi bien qualitativement que quantitativement de cette ressource. Je pense que c'est donc un défi. Je profite justement de cette question pour dire que c'est un défi, effectivement, qui nous est lancé de pouvoir faire le point, de pouvoir indiquer un plan quantitatif, pourquoi pas. Je crois qu'on peut remonter dans l'histoire et dans différents ministères pour identifier les personnes compétentes dans le domaine d'évaluation. Donc, je prends ça comme un défi. Le deuxième défi que je voudrais également mettre sur la table, et je partage ce défi avec Jamal, c'est le défi de l'évaluation a priori. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on constate? C'est que parfois, nous avons des documents d'évaluation bien élaborés, avec les indicateurs qui sont mentionnés. Au moment de renseigner l'indicateur, on se rend compte que les ministères n'ont pas mis en place un système d'information qui permet de rendre compte de cet indicateur. Donc, il y a une fragilité justement de ce point de vue à améliorer. Parfois, les indicateurs sont donnés, sont des indicateurs de bon sens, mais qui sont difficiles à renseigner pour au moins deux raisons. La première raison, parfois, c'est que ces indicateurs n'ont pas de valeur de référence. Donc, on comprend très bien que le ministère lui-même, ou tout au moins les indicateurs de cette politique, ont à peine à dire où est-ce qu'on est rendu en termes de référence par rapport à cet indicateur. Et parfois, une deuxième complication, lorsqu'on va faire l'évaluation, lorsqu'on va mener l'évaluation, le responsable, alors la structure responsable de la mise en œuvre de cet indicateur n'a pas mis en place un dispositif qui permet de collecter la donnée et rendre compte de cet indicateur. Donc, pour moi, c'est un grand problème. Je ne sais pas comment on peut les résoudre parce que dans notre pays, on a mis l'accent sur la planification. On a quand même des documents de planification, mais ces documents de planification ont à leur sein, de mon point de vue, quelques vulnérabilités qui ne facilitent pas l'évaluation. Le troisième défi que je peux mettre sur la table, on n'en parle pas souvent beaucoup, c'est le coût de l'évaluation. Dans nos différents documents d'évaluation, oui, on met même un dispositif de suivi et évaluation, mais on ne s'attend pas beaucoup sur le coût qu'on doit attribuer à cette activité. Parfois, c'est au moment de mener l'évaluation qu'on se rend compte qu'on n'a pas suffisamment accordé l'importance à cette activité. Je pense que c'est une fonction qui doit être qui doit avoir la même importance que celle de la planification, de la budgétisation. Pour l'instant, ce n'est pas toujours le cas dans nos différents pays. Je vais m'arrêter là pour rester dans les trois grands, parce qu'on peut parler également, évoquer également la question de la coordination des évaluations. Qu'est-ce qu'on fait des résultats des évaluations? Il faut se poser cette question-là. Comment ces résultats sont intégrés dans la prise de décision stratégique? Là aussi, on a beaucoup de documents d'évaluation dans les différents secteurs, la décentralisation, les finances publiques, etc. Peut-être au niveau du ministère de l'évaluation, on a une sorte de cohérence justement pour tenir compte de ces recommandations. Sinon, ça risque d'être également un gâchis si on arrive à ce stade-là. Donc, si je peux me résumer, 4 grands défis. On commence par la question. Disposer d'un fichier quantitatif et qualitatif d'évaluateurs pour qu'on sache effectivement quelle est la nature de l'offre, aussi bien au plan au niveau de l'offre publique, privée, même de la société civile. Deuxième grand défi, le système d'évaluation a priori, pour qu'on puisse assurer effectivement au moins les plans qui sont mis en œuvre, ou alors que les systèmes de suivi et évaluation qui sont indiqués puissent être utiles parce qu'il y a quelques fragilités de ce point de vue. Donc, le système d'information doit également être amélioré. Troisième défi, on a le coût de l'évaluation. Et quatrième défi, on a la coordination. Merci Viviane pour cette synthèse. On est en train d'arriver au bout du temps qui nous était alloué pour ce panel que je trouve passionnant. On aurait pu continuer les échanges. Ce que je retiens de la discussion qu'on a eue ensemble et grâce aux questions des participants et des participantes, c'est de voir comment on a commencé
notre panel en parlant des principes généraux, un peu de l'abstraction de l'évaluation, du besoin de réaliser de l'évaluation, pour aboutir, plus on avançait dans nos discussions sur les dimensions très concrètes, très opérationnelles, et ce qui ressort à la fin de nos échanges et qui est sans doute à prendre en considération pour continuer à faire avancer cette roue de l'évaluation, c'est de penser à la place de l'évaluation, à la place tant pour la question de la collecte des données que dans le cycle des politiques publiques, pour ne pas en faire uniquement l'activité qui vient boucler le cycle, mais on le voit de plus en plus, c'est quelque chose qui doit s'intégrer naturellement dans les processus politiques, dans les processus administratifs. C'est là où il y a sans doute encore beaucoup d'efforts à réaliser, mais la roue a commencé à tourner, et donc à partir du moment où elle commence à tourner, le mouvement peut se poursuivre. Jamal, merci beaucoup de nous avoir présenté la situation au Maroc. Viviane, c'était extrêmement clair dans toutes les présentations sur le Cameroun. J'espère que les participantes et les participants ont eu autant de plaisir que moi à vous entendre ce matin. Merci beaucoup et bonne continuation pour ce FIF 2021. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.